Fondée en mars 2022 à Rabat, la chaire des littératures et des arts africains a pour mission de contribuer à l'émergence d'une littérature africaine forte et dynamique, qui soit à même de participer aux échanges culturels internationaux et de refléter la richesse et la diversité des cultures africaines. Dans un monde en tension, le royaume chérifien mise sur la diplomatie culturelle pour faire entendre les singularités du continent. Eugène Ebodé, bonjour. Bonjour. Vous dirigez depuis un an la chaire des littératures et des arts africains logée au sein de l'Académie royale à Rabat. Pour quelles raisons le décloisonnement des littératures, des héritages linguistiques et historiques est-il si crucial aujourd'hui? Il est crucial parce que l'Académie du Royaume du Maroc, en 2015, a souhaité réunir les intellectuels africains autour d'une idée, l'Afrique comme horizon de pensée. Et à l'occasion de ces rencontres, plusieurs contributions et réflexions ont abouti à l'idée que les littératures africaines étaient surtout vues, exposées, voire écrites à l'extérieur du continent et qu'elles étaient le fruit des écrivains africains, soit issus de la diaspora classique, ou alors qui avaient un lien avec leurs parents, avec le continent lui-même, et que les espaces de consécration de cette littérature étaient aussi situés en Occident. Il fallait donc trouver un mécanisme qui puisse accélérer la circulation des œuvres, donner le sentiment aux Africains qu'ils se réappropriaient ce qui était leurs imaginaires dispersés et un horizon qui était commun. Voilà l'idée qui a abouti à la création de la chaire des littératures et des arts africains, qui a été une pensée, une construction, une vision de l'Académie du Royaume du Maroc que dirige le professeur Abdeljalil Lajomri, auquel je dis merci. Et c'est ce qui aussi a milité en faveur de la désignation de Rabat comme capitale africaine de la culture. Vous l'avez dit, l'inspiration, le mot d'ordre, la vision pour une Afrique rehaussée, redynamisée par ses cultures, a donc concouru à développer le concept de diplomatie culturelle. Et celui-ci est mis en œuvre par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste dans cette mission, et qui a pensé que les cultures africaines étaient une formidable locomotive qui pouvait mettre entre parenthèses les clivages des années 62 qui ont concouru à fabriquer deux visions de l'Afrique, l'une qui était portée par ce qu'on a appelé le groupe de Casablanca, lequel estimait que les frontières issues de la colonisation, vous voyez, pouvaient être remises en cause, et l'autre, qui n'était pas adversaire, mais qui représentait une option différente, le groupe de Casablanca, de Monrovia, pardon, qui ne souhaitait pas que ces frontières soient revues. Dictée, je suppose, par l'idée que remettre en cause les frontières était un accélérateur de la dispute, de la division et de la guerre. 4 temps forts, Eugène Ebodé, ont marqué la vie de la chaire que vous dirigez au cours de ces 12 derniers mois. Le premier a consisté à réfuter le plagiat dont fut accusé l'écrivain malien Yambo Oluogem, premier écrivain africain à avoir remporté le prix Renaudot en 1968 pour son livre Le devoir de violence. Qu'espérez-vous de cette démarche posthume? D'abord,
rendre grâce à un formidable écrivain qui a vécu à la fois le paradis que vous avez indiqué en recevant le premier, le prix Renaudot en 68, une année de transition, de bouleversement, dont il a été en quelque sorte la victime. Parce qu'après avoir obtenu à 28 ans, me semble-t-il, le prix Renaudot, pour un livre puissant qui remettait en cause certaines idées reçues. Et cette critique-là était presque irrecevable pour ceux qui pensaient que dans ces années 60 des indépendances, il fallait plutôt modérer les critiques contre l'Afrique et penser optimiste. Mais Yambo Ologem a voulu mettre des balises pour dire que notre propre adversaire pouvait être nous-mêmes et un héritage qui nous versait vers la tragédie et non vers cette vision optimiste et extraordinairement puissante d'une Afrique qui précisément pouvait retrouver la sympathie et la concorde de ces populations parce que ceux-ci étaient eux-mêmes respectés et pouvaient concourir à la beauté du monde. Alors, autre colloque, Eugène Ebaudet, celui sur l'invention des écritures et l'état du narratif des langues africaines, une thématique assez surprenante pour un continent qui est présenté comme le continent de l'oralité. C'est pour cela que nous avons souhaité mettre en avant l'invention des écritures et raconter comment, au plus près de nous, des inventions avaient été faites, notamment avec le sultan Ibrahim Joya à la fin du 19e siècle, mais aussi avec l'UNCO, qui est un dispositif scripturaire et scriptural pour rassembler autour d'une écriture les langues mandingues, lesquelles sont d'ailleurs adossées à une épopée, l'épopée mandingue de Sundiata Keita, qui correspond à un environnement à la fois monarchique, impérial, avec une volonté de rassembler des territoires qui se combattaient, de les fédérer et de montrer qu'un horizon était possible. J'insiste d'ailleurs sur l'épopée mandingue pour dire que Djibril Tamsir-Niane nous a bien montré combien cette fédération a été pensée, a été actée, mais aussi, dans celle-ci, il y a eu l'invention d'une charte au XIIIe siècle. La charte du Mandé, celle de Kourougan Fouga, est aussi une autre invention de la démocratie. Bref, à travers les Des écritures, siècles avant nous pouvions... la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, bien entendu, merci beaucoup de le dire. Eh bien, nous emparer des instruments qui nous appartiennent en propre pour rédiger et raconter cette histoire, c'était ça, l'objet de cet important colloque qui a vu la participation d'un sultan, le nouveau sultan du royaume des Bamoun, précisément, l'arrière-petit-fils d'Ibrahim Njoya, lequel a laissé d'ailleurs un trésor à travers son écriture, le Choumom, à travers l'alphabet Akaoukou qu'il a inventé. Et l'Académie du Royaume du Maroc a décidé pour que précisément la traduction soit l'hospitalité des langues, comme le dit Souleymane Bachir Diagne, eh bien que les ouvrages du sultan Ibrahim Joya soient traduits à la fois en français, en arabe. C'est un point de départ pour précisément accélérer les circulations des pensées africaines. Eugène Ebaudet, un an plus tard, après la création de cette chaire des littératures et des arts africains, en quoi la diplomatie culturelle, voulue par le Royaume du Maroc, peut-elle fonder la singularité du continent? Eh bien, cette diplomatie est
elle mobilise d'abord les lettres et les arts. Elle mobilise aussi ceux qui sont capables de faire circuler la réflexion, de l'approfondir par leur réflexion, c'est-à-dire les intellectuels. Entre l'intellectuel manipulant les concepts, agrandissant l'espace des réceptions des œuvres, il faut que s'adosse à cette première strate une autre qui est le populaire, le peuple. Le peuple en mouvement doit savoir. Et il faut qu'il ait des intermédiaires pour le faire. Ce sont les enseignants, ce sont les doctorants, lesquels contribuent à faire en sorte que les créations africaines soient pensées, repensées et distribuées. Du coup, le spectacle vivant est aussi convoqué à la chaire de littérature et des arts africains pour que précisément on donne chair, corps, acte et vision à cette diversité culturelle, à cette pluralité des disciplines artistiques, concourant à faire en sorte que le continent premier, puisqu'il s'agit de lui, l'Afrique, donne à ses populations, à ses habitants et à sa diaspora le contenu d'une singularité qui repose, bien entendu, sur la diversité, mais aussi sur une aspiration qui, comme le disait Birago Diop dans un poème célèbre, souffle, les morts ne Ils ne sont sont pas pas morts. morts. On a donné le continent africain pour mort que nous sommes ici à l'Académie du Royaume du Maroc pour montrer combien il est vivant et combien de la naissance au dernier souffle, il y a une prolongation qui s'appelle l'immortalité plus un jour. Merci Eugène Baudet.